Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Sagesse bouddhiste. Nous vous emmenons aujourd'hui à la rencontre d'un des pionniers de l'introduction du bouddhisme en France, Jean-Pierre Schnitzler. Initialement disciple de Walpola Raoula, de l'école Theravada, puis de maître Tezen Deshimaru, de l'école Zen Soto, et enfin du vénérable Kalu Rinpoche, de la tradition du bouddhisme tibétain, il se consacre depuis bientôt 30 ans à la création et au développement du centre tibétain de Montchardon. Il enseigne entre autres la méditation. Par ailleurs médecin psychiatre et psychanalyste, il n'a de cesse de travailler sur les liens entre approches occidentales et bouddhisme, notamment à travers le dialogue interreligieux. Je vous laisse découvrir tout de suite son parcours exceptionnel. C'est un documentaire de Bénédicte Niogré. Le centre Karma Migurling est situé à 800 mètres d'altitude, sur les contreforts du massif du Vercors, sur la commune de Montchardon. Il a été fondé en 1975 à l'initiative de Jean-Pierre Schnitzler, médecin psychiatre installé dans la région. J'avais 7 ans et on venait d'arriver avec mes parents dans un petit village. Et il y avait à la fête du village un manège avec des chevaux de bois qui tournaient. Les enfants tournaient en rond et ils essayaient de se soulever sur des étriers pour attraper un flocon de laine et celui qui l'attrapait avait droit à un tour gratuit. Alors ma mère m'a dit, ben monte. Je dis non, je ne veux pas. Ma mère était stupéfaite, bon, donc je ne suis pas monté. J'avais été saisi d'un sentiment extrêmement vif et profond, comme quoi ce que je voyais là, c'était le fonctionnement du monde. Et c'est seulement, bien sûr, beaucoup plus tard, quand j'ai connu le bouddhisme, que je me suis dit, mais voilà, j'avais compris, en regardant le manège, ce que c'était que le samsara. Et la signification, pour moi, c'était ça. Le manège, c'était le samsara. Il ne fallait pas que je me laisse prendre au piège. C'est dès la fin de sa scolarité, à l'issue de ses études secondaires, que Jean-Pierre Schnitzler a découvert le bouddhisme. Lisant Schopenhauer, j'y avais trouvé des références intéressantes sur deux choses que j'ignorais totalement, l'hindouisme et le bouddhisme. Si bien qu'en sortant du baccalauréat, le jour même, je me suis acheté d'occasion un livre sur le bouddhisme que j'ai lu avec stupéfaction. Et ça a été l'expérience transformante pour toute ma vie, puisque tout ce qu'il y avait dans ce livre, je le savais déjà. Et ma conclusion, qui était celle d'une évidence totale, c'est que j'avais été bouddhiste dans une vie antérieure. Issu d'une bonne famille catholique, je pénétrais dans un univers impossible, ça n'existait pas. Donc j'étais complètement fou, donc il fallait surtout n'en parler à personne pour protéger ma réputation. D'autant plus que je voulais devenir médecin et que d'ailleurs assez rapidement par la suite j'ai décidé de devenir psychiatre. J'ai cherché pour voir s'il existait des bouddhistes à Paris et effectivement je suis allé à la maison du Cambodge, à la cité universitaire, et j'ai demandé s'il y avait un moine bouddhiste qui était là. On m'a dit oui, il y en a un au 2e étage, chambre numéro tant, c'est le vénérable Marama. Bon, voilà. Donc je suis monté au 2e étage, j'ai frappé, j'ai dit bonjour vénérable, je voudrais prendre refuge. Il était complètement stupéfait. Il m'a dit mais c'est la première fois que j'entends parler d'une chose pareille. Il me dit vous savez, il y a un 2e moine à Paris qui est le vénérable Raoula, Walpola Raoula, qui lui est à la Sorbonne. Alors, si vous voulez, je vous présente, et puis j'ai pris refuge avec eux. Voilà, donc j'ai pris refuge dans le Theravada, c'était en janvier 58. Devenu un des premiers bouddhistes français, il a reçu l'initiation dans les 3 principales écoles bouddhiques, Theravada, Mahayana et Vajrayana. Et puis un jour, un de mes amis m'a dit « Tu devrais venir à Paris, rencontrer un lama tibétain. » Je me suis assis à ses pieds, c'est mon ami qui a posé des questions, qui a bavardé, etc. Moi, j'ai pas ouvert la bouche. Et Kalu Rinpoche
car c'était lui, a répondu à toutes les questions que je n'avais pas posées. Et je me suis dit, alors là, il fait fort. Hein. Ben, je me suis dit, vraiment, j'ai trouvé mon maître. À part le temple et un bâtiment, tout a été fait par les gens du centre et uniquement par des bénévoles. Et ça, c'est vraiment, je dirais, des centaines et des centaines de personnes. Bon, il y avait toujours un groupe de résidents qui dirigeait les travaux, qui encadrait, mais tout s'est fait grâce à cet élan de générosité de plusieurs centaines de personnes qui venaient un week-end, un mois, un jour, une année. C'est en fait, Montchardon c'est construit ainsi. Être dans un centre et faire un autre métier que celui pour lequel on a fait des études, par exemple, c'est essayer d'y donner du sens, être dans ce qu'on fait. Et puis si on peut, un peu plus avec l'aide des pratiques, c'est aussi le dédier, se dire qu'on ne le fait pas pour soi. Et puis les murs qu'on fait, les bâtiments qu'on fait, c'est peut-être pour tous les gens qui vont venir par la suite. Donc à la fois c'est une pratique au moment où on le fait, et puis c'est aussi prévoir pour la suite, les pratiques à venir. Il me semblait évident que si on voulait enseigner de façon vivante et stable, il fallait un centre résidentiel durable, et où les gens puissent venir faire des retraites de méditation, un jour l'autre, une retraite de 3 ans, etc. J'en ai parlé à Kalo Rinpoche, il m'a dit mais oui bien sûr. Donc je me suis mis à la recherche d'un endroit convenable, c'est-à-dire le critère autrefois d'un monastère. Hein. C'était ni trop loin ni trop près du village. J'ai cherché, j'ai trouvé ici l'endroit. C'était une vieille ferme abandonnée. J'ai envoyé les photographies et la description du site à Kalo Rinpoche, qui m'a dit d'accord, c'est bien, j'enverrai un là-bas. Voilà. C'est ce qui s'est fait 2 ans plus tard. Lama Tongzang avec son neveu Migmar, tels qu'ils étaient à leur arrivée. L'énergie absolument effarante du lama et sa persévérance dans l'effort et sa capacité à mobiliser les travailleurs et les disciples, quoi, qui est extraordinaire. Parce que le travail qui a été fait ici, sur le plan même physique, hein, c'est vraiment remarquable. 33 ans de travail et c'est pas fini. Hein. Le Dalai Lama est venu en 92, bénir le temple qui n'était pas encore terminé, mais le gros œuvre était terminé. Et aujourd'hui, bien, on vient de terminer la construction du centre de retraite de 3 ans pour hommes et femmes. C'est pareil quand même. Il y a 2 bâtiments qui sont absolument identiques, avec une séparation que vous voyez là-haut. Il y a 10 chambres de chaque côté, un temple bien entendu de chaque côté. La retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours est une étape traditionnelle pour les pratiquants du bouddhisme tibétain. Alors ici, nous sommes dans la salle à manger, qui sera aussi la cuisine. Un exemplaire de chambre. Voilà, on commence à y avoir quelques-uns des meubles. Une 2e grande salle qui sera la salle de yoga, en fait. Et là, ce sera le Lakang, le temple. Vous savez que l'hôtel se trouve toujours en face de l'entrée dans les temples tibétains. Si l'entrée est ici, il sera là. La nonne Anilat Sultrim a une expérience profonde de cette longue retraite qu'elle a vécue à 2 reprises. Je crois que c'est peut-être pour la première fois que chacun a la possibilité de se regarder un peu en lui-même et se découvrir petit à petit. Et puisque si on ne se connaît pas, on ne peut pas connaître les autres, donc on ne peut pas vivre convenablement dans le monde. Dès le début, en réalité, de mes études médicales, moi j'étais désireux de rendre service à autrui. C'était vraiment une motivation altruiste. Et pour moi, la psychiatrie semblait être
une façon efficace de pouvoir traiter les problèmes de fond de la mentalité de l'être contemporain. Donc mes patients, j'étais là pour leur faciliter la découverte de ce qu'ils étaient réellement en profondeur. C'était eux qui découvraient ce qu'ils étaient, hein. Moi je n'avais pas les fabriquer artificiellement. En tant que psychiatre, psychanalyste, donc il y a aussi cet éclairage, cette compréhension plus occidentale des choses. Et il est un peu un complément. Il y a des gens pour qui la Matozang est un peu lointain, je dirais un peu exotique. Et lui fait vraiment ce trait d'union entre la culture bouddhique, la connaissance bouddhique, et notre culture occidentale. Moi, l'expérience de l'Asie m'a permis quelque part de m'ancrer plus ici, de comprendre la chance qu'on avait en Occident, d'avoir des maîtres qui sont venus il y a plusieurs années, d'avoir fait aussi la rencontre avec des gens qui ont permis, comme Jean-Pierre Schnetzer, de créer le centre ici. Donc la rencontre entre Lama Tenzang et Jean-Pierre Schnetzer. Et puis là, c'est le fruit de quelque chose, de leur activité à tous les deux, quoi. Et nous, on vient dans le prolongement de tout ça. Dans notre culture occidentale aussi, c'est ça qui est intéressant. Le maître spirituel prend en considération les trois mondes, comme disent les bouddhistes, et des interrelations dans tous les sens, haut en bas et bas en haut, qui existent entre les trois mondes. Et c'est uniquement dans ce cas-là que l'on obtient, je dirais, les résultats complets, les meilleurs, hein. Alors que si on est bloqué, limité au rez-de-chaussée matérialiste ou même au rez-de-chaussée premier étage, en introduisant un certain nombre d'éléments psychiques, de l'enfance, des événements de l'âge adulte, peu importe, comme le font les psychothérapeutes, on peut avoir des résultats intéressants, bien entendu, hein, bénéfiques, mais incomplets. Alors qu'il faut tenir compte de tout. Vraiment. Et je crois que c'est là le problème fondamental. Si vous souhaitez en savoir plus, voici différents ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, de Jean-Pierre Schnetzler, Le bouddhisme expliqué aux Occidentaux, simple vérité pour une pratique au quotidien, qui vient de paraître chez Dervy. Une façon de mieux comprendre le bouddhisme, mais aussi certaines difficultés importantes rencontrées notamment lors de la pratique de la méditation. Toujours de Jean-Pierre Schnetzler, La méditation bouddhique, une voie de libération, publié chez Albin Michel dans la collection Spiritualité vivante. On y retrouve l'essentiel de l'enseignement de Bouddha sur la méditation, commun à toutes les écoles du bouddhisme. Porte donnant sur la voie de Véronique Desjardins, aux éditions Le Relier, une série de nouvelles qui mettent tout en scène des femmes et des hommes en quête de connaissance de soi, de réalisation et d'éveil à une réalité spirituelle. Et enfin, Voyage chez les derniers lamas tibétains d'André Chaleil, aux éditions de Paris. L'auteur nous emmène avec lui aux confins du Tibet, parmi l'intimité des lamas qui ont fui leur pays, pour nous faire découvrir de façon très poétique ce monde mystérieux et fascinant. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Programme et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très très belle semaine. À dimanche prochain.